Bonjour à tous. Alors, je suis heureux de vous présenter ma troisième vidéo sur la famille Jaudoin. Vidéo qui s'appelle Les aïeux Jaudoin de la Nouvelle-France jusqu'à Ernest Jaudoin, Rougemont. Euh, Petite présentation personnelle. Mon nom est Marc Dubuc. Je suis le fils de Hélène Jaudoin et de Georges-Étienne Dubuc. Euh, Je suis professeur d'histoire au secondaire. J'enseigne entre autres l'histoire du Québec et du Canada. Et euh, la raison pour laquelle j'ai fait ces vidéos, eh bien, c'était pour essayer de capturer le plus possible l'histoire avant qu'elle ne s'efface. Je n'ai pas vraiment connu mon grand-père Ernest. On habitait loin, Plessisville, Rougemont, c'est plus ou moins 2 heures de voiture. Et j'ai pas beaucoup connu mon grand-père. Donc, d'aller voir Cécile et de faire des recherches me permettait d'en apprendre un peu plus. Je vous invite à partager les liens vidéo. Si vous connaissez des gens dans la famille qui pourraient être intéressés, je vous invite à partager les liens. Je vous présente ici une photo qui a été prise en 1994, 4 générations. Donc, assis à gauche, vous avez Ernest. Vous avez ma mère Hélène Jaudoin, mon père Hélène Dubuc, ma femme Sonia Gosselin, moi-même, et dans mes bras, j'ai mon fils Étienne. Donc, 4 générations. C'est un peu rigolo parce qu'il y a une photo que vous avez peut-être vue dans la vidéo où c'est 4 générations et assise sur les genoux de Ernest, c'est tante Cécile, quand elle avait 10 ans. Voici un tableau qui résume un peu les portraits, particulièrement pour les plus jeunes d'entre vous. Donc, vous avez au centre du tableau les enfants Jaudoin, les enfants d'Ernest et d'Alice. Bon, j'ai mis les dates, et à ce jour, au mois d'août 2016, il reste 5 personnes vivantes de cette grande famille. Euh, Dans la colonne à gauche, donc, vous avez tout à fait en bas Ernest, qui est le père, avec Alice, maman, de toute cette famille-là. Ernest, qui est le fils de Jean-Baptiste, qui est le fils de Damas, et qui est mon fils des les aïeux Jaudoin, c'est mathématiques d'aujourd'hui. En ligne droite, parce que ce n'est pas une généalogie pyramidale, donc c'est un peu la ligne telle qu'on la retrouve. Donc Barnabé Jaudoin en France, l'ancêtre français, je vais dire ça comme ça, a eu pour fils Claude Jaudoin, le premier en Amérique, et par la ligne droite, donc, a eu comme fils Jacques, que je vais appeler Jacques numéro 1, qui a eu comme fils Jacques numéro 2, qui a eu comme fils Jacques numéro 3, qui a eu comme fils Jacques numéro 4, qui a eu comme fils Jacques numéro 5, qui a eu comme fils Damas numéro 1, qui a eu comme fils Damas numéro 2, pour avoir comme fils Jean-Baptiste pour aboutir à Ernest. C'est la ligne que nous allons suivre. Claude Jaudoin, donc, premier en Amérique. Bon, les dates diffèrent sur lui. Né, certains disent 1636, d'autres vont dire jusqu'à 1641, à Ligugué, ouais, Vienne, Poitou, Charente. Donc, j'ai mis les cartes de la région. Et faites à noter le port de La Rochelle, port célèbre pour quitter la France vers les Amériques. Le port de La Rochelle est exactement à ce point-là. Donc, notre ancêtre était proche du port. Faites à noter, je ne l'ai pas écrit sur la diapositive, Claude Jaudoin savait lire et savait écrire. Le nom du navire et la date de la traversée sont encore à découvrir. Moi, j'ai pas eu le temps de trouver ça. Jaudoin arrive donc en Amérique et il s'avère qu'il y a le premier recensement de Jean Talon qui a eu lieu en 1666. Un petit mot sur la Nouvelle-France, je vais basculer sur une carte comme ça. Donc, juste pour dire ceci. Jacques Cartier, vous vous souvenez, Gaspé, La Croix, 1534, voilà. On connaît les hivers nord-américains, les hivers du Québec. Donc, Tadoussac est le premier poste habité par les Français. Mais l'hiver est tellement difficile qu'à chaque fois que l'automne se pointe, les Français quittent Tadoussac, on ferme leur camp et on retourne en France. Plus tard, on va vouloir habiter le territoire de façon permanente et bon, Samuel de Champlain, 1608, fonde Québec
Le premier hiver à Québec, ils sont 28 personnes. Après l'hiver, il reste 8 personnes, il y a eu 20 décès. Maladie, scorbut, froid, nommez-les. C'est pas facile de vivre au Québec. En 1634, Trois-Rivières est fondée. En 1642, Montréal est fondée. Montréal a été fondée pour un but religieux vraiment. La France avait comme but d'évangéliser les Amérindiens. Vous connaissez peut-être la formule. En même temps, au sud de la Nouvelle-France, vous avez en rouge sur la carte le peuplement fait par l'Angleterre, ce qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre. Donc, si vous visitez des villes comme Boston, New York, Philadelphie, vous avez ce cachet que nous, on retrouve dans le vieux Québec. C'est la même époque. Vous avez l'Espagne et le Portugal aussi qui ont colonisé. Ce qu'on dit, c'est que la Nouvelle-France est un territoire qui n'est pas facile à habiter. Et on va rajouter ceci aussi. Québec, Samuel de Champlain seront en guerre contre les Iroquois, ce qui n'est pas pour améliorer la situation. Jean Talon, quand il est là pour faire le ménage, mettre les choses en ordre. Et entre autres, par les recensements, ça va lui donner une photographie ou un portrait. C'est là qu'on retrouve la première fois la mention de Claude Jodoin. On a l'information que Claude Jodoin est un domestique chez les Sulpiciens, groupe religieux, qui avait ouvert un séminaire à Montréal en 1657. Donc les Sulpiciens font du service spirituel. On peut parler de funérailles, on peut parler de mariage, d'enseignement, l'Église et tout ça. Agrandissement dans la diapositive, vous avez ici Claude Jodoin, J-A-U-D-O-U-I-N, âge 27 ans. Il y a un paradoxe ici parce que l'année d'après, il y a un autre recensement et Jodoin déclare avoir 26 ans, comme s'il avait rajeuni. Il est écrit domestique engagé. Le mot engagé dans la Nouvelle-France voulait dire un homme qui a un métier et qui pour 3 ans s'engage dans la Nouvelle-France à venir et à offrir ses services, travailler, pratiquer son métier dans le but de développer la colonie. Donc, en 1666, Claude Jodoin est recensé par Jean Talon. En 1666-67, il se marie avec Anne Thomas. Dans le recensement, on dit qu'il a 26 ans, qu'Anne Thomas en a 21, que leur premier fils, Claude, a 1 an. Ils vivent sur 2 arpents de terre en valeur dans l'île de Montréal. Voici le recensement numéro 2. Alors, Claude Jodoin ici, son âge, 26 ans. Je me plais à penser que c'est peut-être sa femme qui a donné un coup de coude. T'as pas 27, t'as 26. Moi, ça m'arrive tout le temps. Et 2 arpents en valeur. On peut peut-être penser que ce qu'il y a ici, c'était ses voisins. Bon, histoire salée, c'est mon titre personnel. Un document qui s'appelle L'écho du cabinet, publié en 1873, rapporte une histoire concernant notre ancêtre Claude Jodoin et sa femme Anne Thomas. Qu'est-ce que c'est l'écho du cabinet? Je vous fais la lecture. L'écho du cabinet de lecture paroissiale de Montréal est une revue publiée à Montréal par les prêtres sulpiciens, animateurs du cabinet de lecture paroissiale. Le cabinet faisait suite à l'œuvre des bons livres, fondé pour s'opposer aux mauvaises lectures, occuper les loisirs des familles et parfaire leur instruction chrétienne. Donc, dans cet écho du cabinet, il y a cette histoire que je vous lis telle qu'elle. Donc, le titre « Injustice criante du sieur de Lafredière à l'égard de Jodoin ». Le fameux Lafredière, si vous voulez le retrouver sur Internet, son nom c'est Annibal Alexis de Flotte de Lafredière. Lecture. Cet homme, déjà disgracieux au physique par la perte d'un œil, cachait sous cet extérieur repoussant une âme asservie aux fiaçons les plus avilissantes, auxquelles il se faisait un jeu de sacrifier non seulement sa conscience, mais encore sa réputation et son honneur. Nous avons raconté qu'au mois de juillet 1666, les habitants de Ville-Marie avaient reçu ordre de M. de Tracy de fournir chacun
3 journées de travail pour contribuer ainsi de leur part à la construction de redoutes qui devaient fortifier le pays contre les Iroquois. L'un des colons, nommé Claude Jodoin, charpentier, se présenta pour accomplir l'ordre intimé à tous. Et après ces 3 journées, voulut se retirer afin d'aller serrer le blé qui était encore sur sa terre et qui ne pouvait souffrir de retard. Lafrenière s'y opposa et, abusant de son autorité, le retint malgré lui en prétendant qu'il n'y avait pas à Ville-Marie de plus habile charpentier pour ces sortes d'ouvrages. Cette allégation était fausse, et quoique Jodoin lui nomma plusieurs autres ouvriers plus capables que lui, et représenta que son blé serait perdu s'il n'allait le recueillir, Lafrenière l'obligea de travailler à ses redoutes pendant 19 jours sans lui donner ni salaire ni dédommagement pour les 16 jours de surplus. Le blé fut perdu en partie. Deuxième titre, scélératesse de Lafrenière à l'égard de Jodoin et de sa femme. Jodoin avait épousé depuis peu une fille âgée de 19 ans, arrivée récemment de France, ce qui nous fait dire que c'est une fille du roi. Et Lafrenière voulait le garder ainsi au travail afin de le tenir éloigné de sa femme, pour laquelle ce misérable avait conçu la plus infâme passion. Ce qu'on a honte d'écrire, et moi ici je parle de viol, le texte ne le mentionne pas, mais c'est ma conclusion. Il ne craignait pas d'aller se mettre en embuscade dans des lieux où il prévoyait qu'elle aurait à passer, de se cacher la nuit dans un bois voisin pour la surprendre, et même de lui envoyer publiquement son tambour pour l'inviter à aller le trouver. Ce triste dénouement jeta Jodoin dans un si violent excès de désespoir que, s'étant d'abord séparé d'avec elle et étant ensuite allé en guerre dans l'expédition contre les Iroquois, il avait formé le dessein de déserter l'armée et de se donner à l'ennemi. Ce qui l'eût fait, dit-il lui-même dans sa déclaration, si Dieu ne l'eût mieux conseillé. Il revint en effet à Ville-Marie, et comme il avait une affection sincère pour sa femme, et qu'il savait tous les combats violents qu'elle avait eu à soutenir, c'est pour ça que je parle de viol. Certaines sources laissent entendre que la fille s'est laissée faire ou qu'elle était d'accord. Ici, on parle de combats violents. Bon, c'est vrai que c'est les religieux qui l'ont écrit, mais mon interprétation, c'est un viol. Jodoin savait tous les violents combats qu'elle avait eu à soutenir, il se remit avec elle, et ils furent depuis très unis. M. Jean Talon ordonna, le 1er septembre 1667, au juge des seigneurs de Montréal d'informer sur les faits qui lui seraient exposés par le procureur fiscal ou par les habitants de Ville-Marie, qui se portaient pour parti contre le sieur de Lafrenière, et de lui en envoyer des informations en bonne forme. C'est ce que fit monsieur, là c'est dur à dire, c'est peut-être d'Aillebout, les 16, 17, 18 et 21 septembre de cette année, où Jean Baudouin, Mathurin Mastrat, demeurant l'un et l'autre à la maison Sainte-Marie, André Denier, Claude Jodoin, Anne Thomas sa femme, Marianne Hardy, femme de Pierre Mallet, se présentèrent successivement dans la salle de justice et firent leur déclaration. Toutes ces pièces furent expédiées à M. Jean Talon et, en outre, on déposa au greffe de Ville-Marie des copies authentiques. Ça, c'est intéressant. On déposa au greffe de Ville-Marie des greffes authentiques, des copies authentiques. Il y a des recherches à faire là, qui nous ont fourni les détails scandaleux que nous venons de rapporter. Bref, Lafrenière repassa en France. Un autre texte qui fait le complément un peu. Donc, Claude Jodoin, un jeune marié, se plaint que le capitaine l'a forcé à travailler 16 jours de plus que les 3 jours demandés. Pendant ce temps, il aurait abusé de sa femme Anne Thomas, prétextant qu'elle était pauvre, il lui aurait donné de l'argent en échange de ses faveurs. Ce qui se passa à plusieurs reprises, avoue la jeune femme, dans les fardoches le long du fleuve. En ont témoigné aussi des ouvriers qui réparaient une cheminée sur le toit d'une maison. Voilà. Donc, notre ancêtre Jodoin l'a eu difficile. Ce fameux Lafrenière, il y a plusieurs trucs sur lui sur Internet. Vous avez entre autres un dénommé André Demers qui a été torturé par Lafrenière.
Donc, ce Lafredière était un tyran. Il y a des textes qui vont dire comme ça. Il était un tyran, un danger. Et Jean Talon avait comme objectif aussi, je l'ai dit tantôt, de mettre de l'ordre. Et donc, Lafredière est retourné en France. Donc, après cette histoire et tout, Claude Jodoin est établi à Longue-Pointe, à la Côte-Saint-François, du côté de Pointe-aux-Trembles. Donc, Pointe-aux-Trembles, Longue-Pointe, on est ici. Cette carte de Montréal est plus vieille, est plus jeune, c'est-à-dire elle date de 1873, mais ça nous donne un indicatif de où habitait l'ancêtre. On continue, on avance dans le temps. En 68, Claude Jodoin vend sa terre de Longue-Pointe et s'en va habiter à Contrecœur, tout à fait en haut à droite sur la carte. Il habite sa ferme et va continuer son métier de charpentier. En 75, et c'est mon père qui m'a mis sur la trace de ça, Claude Jodoin, en fait, savait lire et savait écrire, on l'a dit tantôt. En 1675, il est juge de Contrecœur, charpentier de métier et va exercer quelques activités notariales. J'ai retrouvé sur Internet bon, c'est pas un certificat de mariage, mais en fait, et vous avez en bas la signature de Claude Jodoin. Et il écrit lui-même J-A-U-D-O-U-I-N, et c'est la signature du premier ancêtre. En 1676, Claude Jodoin vend ses propriétés, va s'établir à Longueuil. Au recensement de 81, Claude Jodoin et sa famille vivent dans la seigneurie de Longueuil. Et là, vous avez les enfants et les âges, vous avez la famille. Et en 1686, Claude Jodoin est tué accidentellement par Nicolas Martin, dit Jolicoeur. Celui-ci croyait avoir tiré sur un ours et décrit Jodoin comme étant un petit homme aux cheveux rouges qui portait un capot brun. Il décède le 16 octobre 1686 à la tannerie du Coteau-Saint-Pierre à Montréal. Nicolas Martin, dit Jolicoeur, est condamné à payer 200 livres à la veuve et aux enfants mineurs de sa victime et 30 livres en aumône pour l'Église. La veuve Anne-Thomas se remarie en 1691 et elle décédera en 1724. Voici la descendance. J'attire votre attention sur un truc. L'enfant numéro 2, Jacques Jodoin. Il est né en 1668, décède en 1682 à l'âge de 14 ans. En 1682, vient au monde un autre enfant. Et on va lui donner le même nom. Et évidemment, vous n'aurez pas deux Jacques dans la même famille, c'est-à-dire que c'est presque certain que Jacques numéro 2 ici, le deuxième enfant, est décédé, et que quand le 8e enfant arrive, donc on lui redonne le même nom. Donc, et le Jacques Jodoin numéro 2 ici, il est né en 1682, décédé en 1791 pour une vie de 89 ans, et c'est ici qu'est la lignée. Jacques Jodoin numéro 1, donc, il est né à Boucherville, se fait baptiser ici et va passer toute sa vie à Varennes. Si vous voulez faire la lecture des Écritures, faites pause et faites la lecture. Moi, je passe au deuxième. Donc, le baptême de Jacques Jodoin, son mariage et la descendance. La descendance vers Ernest passe par le Jacques numéro 2, ici. Donc, Jacques Jodoin, 1712-1799, va vivre 87 ans. C'est par lui que la lignée se passe. Le décès. Jacques Jodoin numéro 2. Toute sa vie se déroule à Varennes, ici. La descendance. Et encore une fois, la lignée passe par un Jacques Jodoin, donc, qui va décéder à 36 ans. Il s'appelle Jacques Jodoin numéro 3. Donc, demeure à Varennes. Ça aura 2 mariages. La descendance. Donc, Jacques Jodoin, 69 ans. La lignée est ici. La lignée vers Ernest.
On a rendu au Jacques Jodoin numéro 4. Donc, voici sa descendance. Et la lignée passe par celui-là. 81 ans. Comme moi, vous remarquez que la lignée Jodoin, ils vivent vieux. Jacques Jodoin numéro 5. 89 ans. Les enfants. Petit détail, les deux sont nés à Varennes, mais feront leur vie à Saint-Damas. Jacques Jodoin, numéro 5, c'est celui qui va vraiment s'expatrier, pas tellement loin, mais quand même. Et la lignée passe par maintenant Damas, 73 ans. Donc, parti de Varennes pour aller s'établir à Saint-Damas. Damas Jodoin numéro 1. Et il aura comme enfant Jean-Baptiste et Damas. Donc, Damas numéro 2, lui va aller s'établir à Sainte-Madeleine. C'est ce Damas-là dont il est question dans le vidéo avec Jean-Baptiste. Voilà le couple qui ont habité Sainte-Madeleine. Leurs enfants ici. Tante Cécile nous avait expliqué que Ferdinand et Philippe étaient les curés, que Jean-Baptiste était là, donc ils se marient avec Delvina Tétrault, vont s'établir à Rougemont après être allés aux États-Unis. Salem. Donc, Jean-Baptiste s'établit à Rougemont, vont avoir leurs enfants, et Tante Cécile avait expliqué que sur la pierre tombale, on avait le nom des enfants qui étaient décédés, les enfants de Jean-Baptiste. Alors, voici l'image de cela. Oliva Jodoin, décédée le 7 août 1906, elle était âgée de 10 ans. Tante Cécile expliquait que c'était la grippe espagnole. Milida Jodoin, elle est décédée 10 jours plus tard, le 17 août 1906, elle était âgée de 7 ans. Je vous invite à visionner la vidéo de Jean-Baptiste. Cécile explique tout ça. Mot de la fin, j'espère que donc que vous avez apprécié. On a donc, si on les mettait en ordre, les aïeux Jodoin, Damas Jean-Baptiste, Ernest, et donc ma curiosité, elle est satisfaite. Vous souhaiteriez me contacter concernant les généalogies? Vous pouvez... je vais mettre au bas de l'écran mon email personnel, mon numéro de téléphone, si vous préférez passer par cette voie-là. Je vous invite encore une fois à partager les vidéos dans la famille. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos en production, ça reste encore à déterminer. Dans tous les cas, je vous en fais un envoi massif. Et donc, merci d'avoir visionné. À la prochaine.